C'est une nouvelle édition. Bonsoir à tous et bienvenue sur Burkina Info. L'actualité ce 25 avril, c'est l'association des familles des victimes du crash d'Air Algérie qui est insatisfaite du rapport final de l'enquête sur l'accident. Le président Alidou Ouedraogo s'exprime au cours de ce journal. Leadership et prévention de conflits électoraux, les forces de défense et de sécurité se forment depuis ce matin. L'activité est organisée par la CENI. Conséquence des délestages intempestifs des citoyens ne cachent pas leur mécontentement. Leur réaction, c'est dans quelques instants. L'association des familles des victimes du crash d'Air Algérie est déçue des conclusions du rapport final de l'enquête sur l'accident mené par la BEA. Le président de l'association, Alidou Ouedraogo, remet en cause le document. Viviane Bama l'a rencontré. Suivant. Les autorités françaises et maliennes ont rendu public le rapport final de l'enquête sur le crash du vol AH5017 d'Air Algérie, survenu le 24 juillet 2014. À Ouagadougou, les familles des victimes ont reçu la nouvelle, mais le sentiment général reste l'insatisfaction. Ma première remarque, l'impression des parents des victimes est que c'est un rapport à caution. Parce que nous ne sommes pas satisfaits des conclusions. Mais nous savons, comme nous l'avons dit dès le début, qu'il y avait beaucoup de fautes. Plusieurs éléments permettent, selon Maître Alidou Ouedraogo, de remettre en cause ce rapport. Les boîtes noires sont inaudibles. Ou ils n'ont pas pris des précautions, vérifier l'état des boîtes noires avant, ou ils ont trafiqué les boîtes noires, ou ils les ont remplacées purement et simplement. Le lieu du crash, ça a été tout un problème pour que nous sachions exactement où l'avion est tombé. Ensuite, nous avons dit que ce n'est pas le fait de l'orage que l'avion est crashé. Parce qu'à 15 000 mètres d'altitude, ce n'est pas possible. C'est rare. Et parce que qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que lui nous donne les cas rares. Et pour les familles, de l'équipage au constructeur de l'appareil, plusieurs personnes sont responsables de ce crash. Au total, nous mettons en cause la responsabilité de la compagnie, les fabricants de l'avion, le représentant de la compagnie Air Alger, les responsables de l'avion, l'équipage, et ainsi de suite. Moi, je passe. Pour nous, il n'y a pas de doute, c'est à la suite des négligences diverses que cela s'est passé. Parce que tout ce que je dis, dès les premières enquêtes, nous avons relevé ça. Conscient que plus rien ne peut ramener les victimes de ce crash, les proches ne demandent qu'une seule chose pour pouvoir faire leur deuil, la vérité. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de continuer ce combat-là, c'est de gagner les procédures, quoique ce soit très difficile. Les accidents d'aéronefs sont très difficiles à traiter, mais nous ne désespérons pas, ça au moins c'est de notre possibilité, et nous sommes capables de chercher la vérité, et nous avons engagé ce combat dès le crash. Nous continuons jusqu'à voir quand même ce qui s'est passé. Le vol AH517 de la compagnie Air Algérie s'est écrasé dans la nuit du 23 au 24 juillet 2014 avec à son bord 116 personnes. Aucun survivant n'avait été retrouvé. Poursuivons avec les préparatifs des municipales 2016. Gendarmes et policiers renforcent depuis ce matin leur capacité à la prévention et à la gestion des conflits électoraux. 5 jours durant, les forces de l'ordre recevront des connaissances pratiques et opérationnelles dans plusieurs domaines. L'atelier de formation est initié par la CENI. Des précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Des gendarmes, des policiers, tous hors des brigades et des commissariats ce 25 avril. Ils sont réunis à Ouagadougou dans le cadre d'un renforcement de capacité en vue de leur meilleure participation aux élections municipales à venir. Il s'agit de former les principaux responsables de nos forces de défense et de sécurité. Et le module ici, c'est sur la gestion des conflits, la prévention des conflits électoraux. Ces hommes devront communier pendant 5 jours dans ce cadre. 5 jours durant lesquels de nombreux acquis seront engrangés. Nous allons maintenant axer les échanges et la formation sur vraiment les aspects pratiques et opérationnels. Et vous avez vu, il s'agit effectivement des premiers principaux responsables. Donc nous ne sommes pas à un niveau
tactique, mais nous sommes à un niveau opérationnel par rapport justement au niveau des participants. Nous allons aborder toutes les étapes, ça veut dire depuis la période de latence jusqu'à la période effectivement de la désescalade. Principal partenaire, le Centre européen d'appui électoral, présent au Burkina Faso depuis le début de la transition, entend continuer une mission réussie à moitié en novembre dernier. Nous avons accompagné notamment pendant les élections couplées du 29 novembre dernier et nous continuons l'aventure aux côtés de la CENI jusqu'aux élections du 22 mai. Ce que j'attends de cette formation, c'est avant tout un moment de partage, un partage d'expériences, de compétences. Comme j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas des formateurs, nous sommes des facilitateurs, des accoucheurs de savoir. Parce que le savoir, il est dans la salle. Formation après formation, la CENI œuvre chaque jour pour minimiser au maximum les risques de conflits électoraux et partant donc réussir les élections du 22 mai prochain. Malgré les critiques, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir assume pleinement son adhésion à la mouvance présidentielle. Le président du parti, Adama Kanazoué, l'a fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse. Il ajoute qu'idéologiquement, ce serait une alliance de contre-nature s'il avait rejoint l'UPC. Le reportage est signé Hassan Nakro. La question de l'insécurité et de l'incivisme, des 100 jours du président Rochmark Christian Kaboré et l'adhésion du parti de l'Alliance pour l'indépendance et de la République Agir à la mouvance présidentielle ont été au cœur de cette conférence de presse de l'Agir. Pour Adama Kanazoué, le MPP n'est pas un parti infréquentable. Le MPP n'est pas un parti infréquentable. Si le MPP dans l'exécution de son programme se comporte mal, on va lui dire au MPP qui se comporte mal. Et de poursuivre que le choix de son parti politique par rapport à cette adhésion a été fait de manière indépendante. Le choix d'aller dans cette majorité-là est un choix souverain, c'est un choix de notre parti, on l'assume tout simplement. Est-ce que nous allons perdre des militants pour ça? Nous ne croyons pas. Pour lui, ce choix se justifie également par l'idéologie du parti et qu'il est d'autant plus logique de s'affilier au MPP que d'aller du côté de l'UPC, parti majoritaire de l'opposition. Idéologiquement, ça a du sens. Nous sommes un parti de gauche. Ce qui aurait été peut-être difficile pour nous, c'est si Zéphirine Diaby avait remporté les élections. Si nous devions rejoindre en ce moment-là les libéraux, ça va être plus difficile à justifier. Ça, c'est contre nature. Ça, c'est contre nature. Mais ici, on est dans notre nature. On est un parti de gauche et on a affaire à un parti issu des forces du changement. Quant à la question de l'incivisme qui règne actuellement, l'Agir pense que la responsabilité de tous les Burkinabés est engagée. Cela ne doit pas être imputé seulement à l'État. C'est vrai, ce rôle n'est pas dévolu au seul parti au pouvoir, ce rôle n'est pas dévolu uniquement à l'État. C'est chacun de nous qui doit éduquer autour de lui. Ce sont les parents que nous sommes qui devons éduquer nos enfants. Un peu mieux, ce sont les éducateurs. C'est le système éducatif également qui doit intégrer justement ces éléments-là pour faire en sorte que nous puissions fabriquer des citoyens modèles. Le candidat malheureux aux élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015 est revenu sur le bilan de la participation de son parti de ces deux élections qu'il qualifie de non satisfaisant et profiter annoncer la conquête des mairies le 22 mai prochain dans 3 provinces, à savoir le Kadiogo, le Houé et l'Oubri-Tenga, où l'Agir est représenté. La suite de ce journal, malgré les engagements du gouvernement à réduire les délestages cette année, les coupures d'électricité font partie du quotidien des Burkinabés. Durant cette période de forte chaleur, ce sont plusieurs activités qui sont paralysées. Le constat dans ce reportage signé Samba Kassile Traoré. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, à l'instar d'autres villes du pays, est confrontée depuis quelque temps à des délestages. Des délestages qui ont des inconvénients chez certaines personnes dont les activités sont dépendantes de l'électricité. Bon, quand il y a coupure de courant, franchement, on ne peut pas travailler. Des fois, il y aura beaucoup de clients, or qu'il n'y a pas de courant. On est là, si le client vient, il parle, il vient, il parle. Or que si le client vient, une fois, il n'y a pas de courant, il parle, il ne vient plus. Franchement, affaire de coupure de courant, là, ça gâte notre travail. C'est dans ça qu'on paie l'argent de loyer et puis on mange à la maison aussi. Bon, quand il y a coupure de courant, ça perturbe mon travail un peu. Parce que je donne des rendez-vous souvent. Bon, les clients viennent, ils se plaignent. Bon, d'autres comprennent, bon, d'autres aussi, bon, on se discute un peu. Après, ça passe. Bon, vraiment, nous, franchement, ça dérange nos travail.
surtout au niveau des rendez-vous avec les clients. On n'arrive plus à respecter des rendez-vous, on n'arrive même pas à travailler. D'autres, par contre, ont trouvé la solution pour ne pas que les délestages entravent leurs activités en s'appropriant un groupe électrogène. Avec les délestages, c'est un peu compliqué, surtout avec les yaourts. Il faut alimenter régulièrement les frigos. Donc pour ça, on a été obligé de se doter d'un groupe électrogène pour pouvoir maîtriser la situation. Tous espèrent que le gouvernement trouvera une solution car selon eux, les délestages s'empirent d'année en année. Toujours à propos d'électrification, c'était la fête à Sampopo dans la commune rurale de Nouna samedi. La localité bénéficie depuis cette date de l'électricité photovoltaïque. Le projet a été financé par le Conseil de l'Entente. La réception des installations électriques a eu lieu en présence du ministre en charge de l'énergie, Alpha Dissa. Le reportage de Doumadié Guel Rodrigue. La population de Sampopo dans la commune rurale de Nouna en liesse ce 23 avril 2016. Les nuits de ses habitants seront désormais illuminées par la lumière des installations photovoltaïques solaires. Le projet financé par le Conseil de l'Entente a coûté la bagatelle somme de 42 millions, dont 2 millions de la part des bénéficiaires. Les chefs d'État ont demandé au Conseil de l'Entente de réaliser des projets qui améliorent les conditions de vie des populations rurales. Indépendamment bien sûr de la coopération politique, sécuritaire et culturelle, cet axe est important pour les chefs d'État. Ils estiment qu'on doit faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des populations rurales en réalisant le type de projet dans les secteurs de l'électrification, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, etc. Le ministre en charge de l'énergie qui a réceptionné les installations électriques a salué l'initiative qui, selon lui, constitue le véritable facteur de développement et de lutte contre la pauvreté. D'avoir donc du Conseil de l'Entente est un symbole très très important pour le Burkina, pour la question liée à l'électrification rurale et les questions liées donc à l'accès à l'énergie. Donc comme souvent je le disais, on ne peut pas chercher à ouvrir l'électricité aux populations des zones rurales sans prendre en compte le facteur socio-économique. Et le solaire permet de résoudre véritablement cette question. Au-delà des ménages, les installations électriques vont prendre en compte les infrastructures socio-éducatives et religieuses de ces villages de plus de 1200 habitants. La venue de l'électricité nous réjouit beaucoup. Notre souhait est d'avoir mieux que cela. Si nous avons plus d'électricité à même d'assurer la soudure, nos jeunes qui n'ont rien à faire pourraient aller apprendre en ville pour revenir confectionner des objets pour nous et pousser notre localité au développement. C'est notre vœu. La mise en œuvre et le suivi du projet ont été assurés par le Fonds de développement de l'électrification. Pour l'entretien des installations, une agence nationale des énergies renouvelables verra bientôt le jour. Après sa sortie médiatique la semaine dernière, le syndicat national des professionnels des TIC, SIMTIC, est passé à la vitesse supérieure aujourd'hui. Ils ont manifesté devant le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes pour la satisfaction de leur plateforme. Des revendications qui portent sur le rétablissement de leur indemnité spéciale interrompue en 2014. Viviane Bama nous en dit plus. Mouvement d'humeur au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Les agents du ministère réunis au sein du syndicat national des professionnels des TIC SIMTIC réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative à travers un sitting. Le contenu de la plateforme se résumant essentiellement à 3 points. Alors, il s'agit de l'indemnité spéciale d'informaticien qu'ils ont coupée en 2014. Alors, et nous demandons en tout cas le rétablissement, le rappel et son augmentation. Il s'agit d'une grille indiciaire que nous demandons pour l'ensemble des informaticiens de l'administration publique. Alors, il s'agit de la revalorisation du diplôme d'ingénieur des travaux informatiques qui est classé en A3 au lieu de A2.
Voilà. Suite à ce sitting, une délégation du syndicat a été reçue par les premiers responsables du ministère qui affirment ne pas pouvoir faire grand-chose au stade actuel. Parce que certains des points de revendication touchent à des questions financières. Il y a un département ministériel qui est chargé de la question. Et bien évidemment, nous, en tant que département ministériel, nous ne pouvons pas nous substituer à ces départements pour faire des propositions concrètes. Mais d'ores et déjà, nous envisageons une réunion le mercredi dans 2 jours donc, pour qu'ensemble, avec les 2 départements ministériels, plus le nôtre, que nous puissions nous asseoir pour examiner point par point. Raison pour laquelle il a été demandé au syndic de suspendre le mouvement en attendant les concertations. Chose que le syndicat n'attend pas faire, mieux, il durcit le ton. On l'a promis demain, au sorti demain soir, s'il n'y a pas quelque chose de concret, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est un bilan à mi-parcours satisfaisant qu'a dressé cet après-midi le comité de mise en œuvre de la 3e phase du 2e programme national de gestion des terroirs. Face aux journalistes, ce comité n'a pas occulté les nombreux défis qui restent à être relevés. Des précisions avec Gaël Rodrigue. C'est pour faire la revue à mi-parcours de la 3e phase du 2e programme national de gestion des terroirs lancé depuis le 13 juillet 2013 que l'équipe du programme et leurs partenaires ont tenu une conférence de presse. Un bilan jusque-là jugé satisfaisant au regard des réalisations opérées. Ce sont des parcs de vaccination, ce sont des salles de classe, ce sont des boutiques de rue, également ce sont des aménagements de bas-fonds, c'est des forages et également des équipements en ce qui concerne les CSPS. Voilà, je peux dire que le bilan il est satisfaisant depuis 2013 à maintenant pour le niveau exécution physique au niveau des collectivités, sous la maîtrise d'ouvrage des collectivités, les micro-projets réalisés sont au moins à 70%. Les partenaires, quant à eux, se sont réjouis du travail abattu par les délégations spéciales qui sont venues en remplacement aux conseils municipaux pendant l'exécution du programme. Sur un objectif de près de 1200 à 1300 micro-projets, mais ils ont pu exécuter 870. Pour nous, ce résultat de près de 80%, sinon plus, prouve que malgré que ce soit des délégations spéciales qui aient la maîtrise d'ouvrage, bien qu'elles n'aient pas cette habitude, comme les conseils municipaux et les maires, en une année, les délégations spéciales ont pu montrer justement qu'elles étaient capables de conduire du développement local. La fin de la 3e phase du PNGT 2 est prévue pour le 30 novembre 2018, mais des défis restent toujours à relever. Il y a pas mal de besoins que la population réclame. Les forages, le continuum avec les salles de classe qu'il faut réaliser, et le côté aménagement agricole, tous ces éléments-là sont des défis. Tout est prioritaire et je pense bien que chaque maire qui sera élu à la tête d'une commune aura en priorité les ressources qui sont disponibles à les utiliser à bon escient et dans les règles de l'art, dans les meilleurs délais pour présenter des résultats à ces élus locaux. L'objectif de ce programme est de renforcer les communautés rurales et les structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement qui favorisent la gestion durable des terres et des ressources naturelles et les investissements rentables au niveau des communes. Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Komporé, a entamé ce 25 avril sa tournée dans le centre-nord pour rencontrer les représentants des Kogluego. Il est accompagné dans ce déplacement par le directeur général de la police nationale et le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. Simon Komporé a eu des échanges aujourd'hui avec les groupes Kogluego de Boulsa. Il a aussi rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la localité. Civisme, patriotisme et environnement, ce sont les thèmes retenus pour la 2e édition du concours national de poésie CONAPO. Tous les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés et publics peuvent être candidats au concours. Toutefois, il existe un certain nombre de conditions qui ont été posées par le comité d'organisation. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. La poésie, l'art de dire et de soigner en quelques mots les plus grands mots d'une société ou d'un individu.
C'est pour ces vertus que des hommes de lettres et ceux d'autres domaines ont voulu pousser la jeunesse burkinabé à penser les maux de leur société à travers la 2e édition du concours national de poésie CONAPO. Alors le concours sera ouvert pour l'édition 2016, du 23 avril 2016 au 1er septembre 2016 à tous les étudiants du 1er, 2e et 3e cycle des établissements d'enseignement supérieur, privés comme publics au Burkina Faso, et aussi donc de la diaspora. Les potentiels participants devront se conformer à un règlement, sous peine de voir leur texte rejeté. Alors, le test présenté va être inédit et en langue française. Il ne devra pas excéder les 3000 signes au maximum, c'est-à-dire les caractères et les espaces y compris. Et doit être tapuscrit sur une seule feuille. Chaque participant présentera un seul et unique test. S'il n'y a qu'un seul texte par participant, c'est que ces participants devront aussi adapter leur texte à l'un des 3 thèmes choisis. Le civisme, c'est la solidarité. Nous avons le 3e thème sur l'environnement. 3 thèmes, mais 2 principaux objectifs. Cultiver l'esprit d'excellence et également regarder en eux et à pouvoir sortir quelque chose qui puisse les amener à être utiles à eux-mêmes et à être utiles à la société. Les candidats au CONAPO 2016 devront joindre à leur texte une autre feuille sur laquelle seront mentionnées les informations relatives à leur identité, et ce, dans un souci de neutralité dans la correction. Les initiateurs rassurent de ce qu'un avenir écrivain sera garanti à tous les participants au concours. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent avec la société. La suite de ce journal en sport, dans le cadre des activités commémoratives des 60 ans de la CNSS, s'est tenue la première édition du Tour cycliste de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur les 78 coureurs prenant part à la compétition dimanche, le maillot jaune a été remporté par Karim Bonkungu du RCK. Revivons ensemble cette course avec notre reporter Hassan Nakrou. Ils sont 78 coureurs venus de 26 clubs du Burkina pour prendre part à cette première édition du Tour cycliste de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Repartis en 27 tours sur un circuit fermé de 118 km, c'est finalement 31 coureurs qui pourront boucler ce circuit. Et c'est Karim Bonkungu du RCK qui a pu franchir la ligne d'arrivée avec une vitesse moyenne de 36,905 km/h en 3h13 minutes 9 secondes. Il est suivi de Yacouba Yamego de AJCK. Tanalis vient en 3e position avec Aziz Balboni. L'ISWA occupe la 4e et la 5e place avec Mikema Souleymane et Compaoré Ousmane. Comme d'habitude, c'est les 10 premiers qui ont été récompensés. Karim Bonkungu, détenteur du maillot jaune, a remporté son trophée plus une somme de 150 000 francs CFA. Yacouba Yamego, lui, s'en sort avec une somme de 100 000. Aziz Balboni a reçu 70 000 francs et le dernier Minungu Oumarou du RCK s'est consolé avec une somme de 15 000 francs. Pour le ministre en chef de la Sécurité sociale, Clément Sawadogo, ce fut une belle compétition. C'est une course très brillante à laquelle nous avons assisté avec ces 118 km. Nous avons vu les coureurs rivaliser d'ardeur. Et c'est un honneur qu'ils ont tous fait à la Caisse nationale de sécurité sociale qui célèbre ses 60 ans d'existence. En tout cas, félicitations à tous les clubs qui ont participé. Félicitations à la Fédération du cyclisme qui nous a fait l'honneur. Pour Brigitte Ouedraogo, directrice générale de la CNSS, l'objectif a été atteint au regard de la mobilisation qu'a entraîné ce tour. Bien entendu, dans le cadre des activités commémoratives du 60e anniversaire de la CNSS, nous réservons une place de choix au sport, parce que le sport est un facteur de mobilisation. Le cyclisme draine du monde et nous avons lancé une vaste campagne de communication, d'information sur les missions de la CNSS et sans nul doute le cyclisme
est un moyen par lequel nous allons atteindre nos objectifs. Il faut noter que cette compétition s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans d'existence de la CNSS. Et à peine la victoire de Karim Bonkungu proclamée que des supporters contestent les résultats. Ces derniers accusent les organisateurs d'avoir truqué la course. Pour eux, la victoire devrait revenir à Yacouba Yameogo de l'AJCK. Des allégations démenties par le président de la Fédération de cyclisme, Hassan Nakro, pour plus de détails. Le maillot jaune de Karim Bonkungu du RCK a été contesté par les supporters de Yacouba Yameogo de AJCK. Pour ces derniers, c'est Yacouba qui méritait la première place en lieu et place de Karim Bonkungu. Cette victoire a été truquée tout simplement selon les supporters. Il n'est pas le vainqueur, c'est l'enfant le vainqueur. C'est comme ça chaque jour pour la course. Il en a été ainsi pour le championnat passé. Lorsqu'on a fracassé la tête de Bikenga, et Rasmane n'a pas été sanctionné. Et voilà que cette situation arrive cette fois encore. Nous n'allons pas accepter cette fois-ci. Ils ne font que détériorer la qualité de notre course depuis plusieurs années. Nous ne faisons que régresser. Qu'ils fassent de leur possible pour régler cette situation. Qu'ils sachent qu'ils sont là pour nous servir, pas pour eux-mêmes. Ils doivent travailler pour le progrès du pays. Nous ne voulons plus de la fédération. Mais du côté de la fédération, il n'y a même pas d'ambiguïté dans cette victoire. Karim Bonkungu mérite sa victoire. Non, mais écoutez, vous avez tout suivi. Et je pense que vous êtes de la presse. Vous avez les images. Mais il faut analyser. Allez-y apprécier les images. Moi, je pense que, il y a eu une faute technique. Ce qu'il faut retenir, le coureur peut être décalé, il peut être déclassé. Il n'y a pas eu une chute, on a décalé le coureur, ce qui est réglementaire. Alors, l'autre côté, mais je vois les gens s'agitent. Mais moi, je vous invite, vous-même, je renvoie la balle au monde de la petite reine, aux images que vous allez diffuser. Et c'est devenu comme une habitude sur cette avenue Charles de Gaulle, où à chaque compétition, les victoires sont toujours contestées par les supporters qui ne cessent d'accuser la fédération en charge du cyclisme d'être partiale au classement des premiers à franchir la ligne d'arrivée. Autre information, le décès du roi de la rumba congolaise continue de susciter beaucoup d'émotions. La dépouille de l'artiste Papa Wemba sera rapatriée ce jeudi en RDC, son pays natal. Une délégation de la famille composée de 6 personnes, dont son épouse et le gouverneur de la province de Kankourou, dont il est originaire, sont arrivés ce lundi à Abidjan. Elle a été reçue par le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Et soulignons que dans la nuit du mercredi à jeudi, une grande veillée artistique pour rendre hommage aux disparus est annoncée par la FEMUA. Avec un plateau artistique de plus d'une centaine de musiciens âgés de 66 ans, l'artiste musicien congolais s'est écroulé sur scène le samedi, puis est décédé quelques heures plus tard. Crise au Burundi, la CPI annonce l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences perpétrées. Cet examen constitue une étape préalable à une enquête approfondie sur les violences. Le Burundi fait partie des pays signataires du traité de Rome, ce qui permet à la justice internationale d'investiguer sur des prétendus crimes contre l'humanité commis dans ce pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.